Alors on est d'accord que les organismes HLM n'ont pas attendu le plan quinquennal Logement d'abord lancé en 2017 pour se mobiliser, même si ce plan a donné une dynamique. Il faut continuer à lutter contre le sans-abrisme et le mal-logement. Comment faire? Eh bien, on va demander aux invités de cette table ronde. J'appelle Jérôme Dalborgo, Nathalie Latour, Sylvain Mathieu, Elisabeth Novelli, Russ Owen, Cédric Van Stevendel et Yasmina Younes, ainsi que Didier Vanoni à venir nous rejoindre. Lyon is the third largest city and second largest urban area in France. Despite an ambitious policy of producing more housing, demand is 5 times greater than the number of annual allocations, leaving too many people with nowhere to call home. Since 2018, Lyon Métropole has been working with the national government and local partners to implement a new approach to support homeless people, Housing First. Their plan is to provide housing to homeless people without asking the person to be housing ready or having gone through a series of emergency accommodation. Olivier was in foster care. When he turned 18, he had to leave the services and was therefore at risk of becoming homeless. Lyon Métropole applied the principle of Housing First. He now lives in a shared flat, where he enjoys common spaces like a kitchen and living room with other young people his age, but also has his own small private space to live independently. And he receives financial and social support to learn how to become independent, like health, cooking for himself, and budget management, whilst living with others. Housing First is creating housing solutions for many difficult emergency housing situations for an individual or a family. Take the Blindar family. They moved from Eastern Europe with their 3 children and have been living in an illegal settlement for 2 months. They are not eligible for social housing and they cannot afford housing. A social worker from Lyon Métropole learned of their situation and included them in a Housing First program. They now live in an apartment owned by the city. They have taken the commitment to work on their insertion, including access to employment and schooling of the children with the support of Lyon Métropole. Once they have more income, they will contribute to the rent. And key is that throughout the whole process, they are accompanied by a worker trained in Housing First. This approach in Lyon Métropole is based on an action plan to address real issues faced every day by too many people. Lyon Métropole intends to build on this success and has set key objectives to achieve this by 2022. With Eurocities, Lyon can fight homelessness and promote the right to housing for all. Pendant longtemps, j'ai cru que se faire battre, c'était un geste de tendresse. J'ai perdu un petit garçon de la mort subite du nourrisson. Ça a été la descente aux enfers. Moi, je l'ai eu pendant 5 ans. J'ai été aidée par les alcooliques anonymes. Après, j'ai été suivie par les services sociaux. Ici, on est entouré. Pour le moment, vivre dans un appartement dit normal, je pourrais pas. Après ce que j'avais vécu, il me fallait un temps pour moi, pour me reconstruire. J'ai été accueillie, écoutée, considérée comme une victime. On est heureux ici. Je le vis comme une chance. Moi, ça fait depuis 2014 que je suis ici et auparavant, j'étais en résidence sociale sur la même association. Alors concrètement, ça peut être leur donner des conseils sur l'entretien de leur logement, aller chez eux, passer un moment, discuter, les accompagner à des rendez-vous médicaux, prendre des rendez-vous au téléphone avec eux.
C'est des rencontres humaines, partager des moments de vie avec des personnes. Elles reprennent leur contrôle sur leur vie en fait. On leur donne les outils pour qu'elles puissent repartir et leur donner des moments de bonheur qui peuvent aussi leur donner une confiance pour l'avenir. Depuis le 1er décembre, je suis sur un poste de responsable de service logement accompagné. Donc, ma mission aujourd'hui, c'est d'accompagner les équipes de différentes structures, donc une maison relais, une résidence accueil, une résidence sociale et une résidence sociale famille. Donc il y a un aspect coordination, un aspect accompagner les équipes à accompagner. Voilà pour ces 3 petits films qui ont permis, d'une part, aux participants de cette table ronde de s'installer et de vous rappeler, ce que c'était que ce plan Logement d'abord, ce film en anglais fait par la métropole de Lyon, et puis ces 2 petits films de l'UNAFO pour rappeler finalement l'urgence de la nécessité de construire pour les populations les plus déshéritées, et puis l'importance également des logements et des salariés des travailleurs sociaux. Je vais vous présenter les participants à cette table ronde, commençant par Sylvain Mathieu. Vous êtes délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement. Merci d'être avec nous à cette table ronde. Vous représentez l'État ici. Nathalie Latour, directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité, FAS, qui regroupe plus de 870 associations de lutte contre l'exclusion. Vous plaidez, pour le moment un petit peu en vain, pour une loi de programmation pluriannuelle en faveur du logement d'abord. Cédric Van Stevendel, habitué de nos congrès, maire de Villeurbanne, grand connaisseur du logement social. Vous êtes vous-même à la tête du président d'Est Métropole Habitat. Elisabeth Novelli, directrice générale de Séquence Solidarité. C'est une filiale de Séquence du groupe Action Logement. Votre offre couvre tous les domaines de l'habitat spécifique. Jérôme Dalborgo, directeur général d'OMH Nancy, un des poids lourds du secteur en région Grand Est, premier bailleur à Nancy. Vous nous intéressez à cette table ronde parce que votre métropole a été désignée territoire de mise en œuvre accélérée du logement d'abord. Et puis Russ Owen, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice adjointe de la Fédération européenne des associations nationales travaillant sur le sans-abrisme, FEANTSA. C'est intéressant de vous avoir à cette tribune parce que le concept de logement d'abord est issu du Housing First, initié dans plusieurs pays européens. Content d'avoir finalement une vision un peu plus internationale. Vous allez élargir la focale, ouvrir la fenêtre sur cette table ronde. Et puis Yasmine Younes, vous êtes membre du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, membre du Haut Comité pour le droit au logement. Merci d'être avec nous également à cette tribune où vous êtes très nombreux. Alors, vous allez avoir la parole dans un instant. On va d'abord demander à Didier Vanoni s'il est par là. Il est là, bonjour. Allez, applaudissez-le, ça va vous réveiller en plus. Économiste et sociologue, vous allez nous camper le décor, peut-être nous rappeler ce qu'est le logement d'abord, nous dire quels étaient ses objectifs et puis peut-être échafauder une sorte de bilan. Allez, vous avez 7 minutes. D'accord. Très bien, merci. Rappelons les objectifs de la démarche. Elle a l'air de couler de source, mais ça vaut toujours la peine de revenir un peu à l'origine. L'objectif, c'était de diminuer drastiquement le nombre de sans-abri en favorisant un accès direct à un logement stable et de fait de redonner toute sa vocation à l'hébergement, avec un hébergement sans condition, avec tout l'accompagnement nécessaire pour que cet hébergement puisse ensuite permettre une insertion des personnes qui étaient passées durablement à la rue. Donc il y avait une ambition assez élevée et on a vu très immédiatement derrière la formulation de cet objectif un changement de paradigme émerger où il fallait d'abord loger les personnes et ensuite mettre en œuvre un accompagnement. Le prêt à habiter, qui était un petit peu la doctrine des professionnels de l'hébergement, c'est-à-dire on préparait les gens à habiter un logement banalisé, était une doctrine qui a été renversée, où on proposait un logement et on mettait un accompagnement nécessaire à l'insertion des personnes. Donc la trajectoire en escalier du sans-abrisme vers le centre d'hébergement, du centre d'hébergement vers le logement de transition, le logement de transition vers le logement permanent, devait être
disons, soit raccourcis, soit complètement squeezés pour pouvoir être un logement permanent. Donc historiquement, on s'est appuyé bien sûr sur une expérience, vous le savez tous, sur l'expérience anglo-saxonne aux États-Unis dans les années 80. Il faut rappeler quand même que c'était sur le champ de la psychiatrie et des addictions à l'origine que l'expérimentation a été menée. Et ensuite, en 2009, le ministre Benoît Apparu a lancé cette nouvelle orientation. Et il y a eu successivement en 2017 et 2020 avec un second plan, un plan quinquennal pour la mise en place du logement d'abord, de manière à rendre concret ces orientations. Aujourd'hui, sur le terrain, quand on regarde ce qui se passe, on ne peut pas nier qu'il y a des résultats intéressants, importants. Alors, on a une production de PLAI qui a augmenté, autour de 31 000 logements par an. Alors, est-ce que c'est le logement d'abord qui a généré la production? On demandera à Sylvain Mathieu son analyse, mais on serait à peu près à 77% de l'objectif qui avait été fixé par le plan quinquennal. 430 000 personnes sont logées depuis la rue ou un hébergement vers un logement, avec une année 2021 qui s'est élevée à 100 000 personnes dans l'année. Donc on est sur aussi un certain volume intéressant. On a eu 34 000 places ouvertes en intermédiation locative. On est à 85% de l'objectif. Donc vous voyez, on est vraiment sur des choses qui sont assez tangibles, assez intéressantes. Et on a 46 territoires engagés suite à un appel à manifestation d'intérêt en tant que site d'accélération du déploiement du logement d'abord. Donc on a une certaine politique, une certaine visibilité. D'ailleurs, c'est la première chose que je pourrais signaler parmi les résultats positifs, c'est que cette politique du logement d'abord, elle a une certaine visibilité, cohérence, et elle est portée par un acteur identifié qui est la DIAL, avec tous ses relais qu'elle peut avoir sur le territoire et son partenariat. Donc ça, c'est un point positif. Le deuxième point positif qu'on pourrait peut-être moduler en fonction des territoires, c'est que la doctrine du logement d'abord est adoptée par tout le monde. Plus personne ne parle franchement de but en blanc, de parcours avant d'accéder à un logement. Aujourd'hui, on admet que le logement est un socle à partir duquel on peut reconstruire le parcours des personnes. Après, ici ou là, on peut moduler aussi le discours. On a des budgets en hausse consacrés à cette politique et on voit que globalement, il y a une forme de progression des attributions de logements à des gens qui viennent de la rue ou qui sont sans abri, puisque aujourd'hui, 6,5% des attributions de logements sociaux sont attribués, ces logements sont attribués à des personnes soit hébergées, soit sans abri, soit venant de la rue. Donc ça, c'est plutôt le bilan positif. Le bilan un peu négatif, en tout cas les freins qu'on a pu identifier, c'est qu'il y a toujours un manque de logements disponibles, abordables sur les territoires tendus. La formule, c'est un logement d'abord, mais d'abord du logement. Même si on a produit beaucoup de PLAI, il n'en demeure pas moins que les acteurs locaux sont toujours à la recherche d'un produit, d'un logement qui permette d'accueillir les personnes à la rue ou sans abri, qui sont le plus souvent des petits ménages, souvent sans enfants, quelquefois des couples, mais qui nécessitent une attribution d'un logement, d'un T1 ou d'un studio, et qui sont les logements les moins faciles à trouver sur les marchés tendus, et en général d'ailleurs dans le parc social. La deuxième chose, c'est qu'on a fait un petit tour de France l'année dernière, j'ai travaillé pour la Fondation Abbé Pierre sur cette thématique, on a regardé sur plusieurs territoires, on a vu quand même que la mise en œuvre du logement d'abord n'était pas homogène sur l'ensemble du territoire national, et que très souvent, ça repose sur la bonne volonté des acteurs locaux. Alors ici à Lyon, on ne va pas dire qu'à Lyon, les gens aient laissé les choses se faire, mais il y a des territoires tendus pour certains d'entre eux, où le logement d'abord n'avance pas aussi vite que ça devrait l'être sur des territoires de ce type-là. Et puis il y a des territoires aussi qui sont des zones blanches, parce qu'on n'a pas d'acteurs, parce qu'on n'a pas d'intermédiaires. Donc là aussi, il y aurait un regard à porter sur l'ensemble de cette politique sur le territoire national. Deuxième chose qui sera un des éléments de ma conclusion pour un petit peu plus tard, c'est qu'on ne connaît pas en général les besoins réels. On se donne des objectifs, on répond à des problèmes, mais quant à comptabiliser le nombre de personnes que l'on doit loger, à évaluer le point où on en est quand on s'est donné un objectif annuel ou pluriannuel, on en est encore très loin. C'est comme si on avait une politique qui se donnait l'illusion d'être une manière de régler un problème à terme, alors que ce problème ne cesse de se régénérer ou de s'amplifier, sans qu'on puisse mesurer dans quelle mesure les choses évoluent.
Et le quatrième point que je pourrais noter, c'est que ici ou là, quand on fait des interviews d'acteurs en vis-à-vis, la notion de capacité habitée reste quand même assez ancrée. C'est une partie des travailleurs sociaux, des interlocuteurs que nous avons autour de l'insertion, où il y a toujours quand même cette idée de probation. Il faudrait quand même que les gens soient en état, en situation de pouvoir être logés, etc. Ça continue à exister, même si ce n'est pas frontalement que c'est exposé comme une fin de non-recevoir, ça existe encore dans les cultures professionnelles. Donc des remarques pour l'avenir, et pour terminer, pour essayer d'ouvrir le débat et puis créer un petit peu de polémique, pour mettre un peu en tension les interlocuteurs qui seront autour de la table ronde. La première chose, c'est que, je vous ai dit au début, le bilan du logement d'abord est assez positif. Enfin, en tout cas, on a des choses à montrer. Ça, c'est pas très polémique. Hein. Non, mais attendez, ça va venir. Ouais, mais je note, dès que vous dites il y a des trucs polémiques, là, voyez-le. Oui, voilà, allez-y, vous allez pouvoir le noter. On n'a jamais créé autant de places d'hébergement que depuis que la politique du logement d'abord a été initiée. Voilà, premier point. Donc, l'hébergement se développe encore plus vite, peut-être même que les réponses en logement d'abord. Première chose. Deuxième chose, quand on regarde les coûts du logement d'abord et les coûts de l'hébergement et de son accompagnement, on n'a jamais fait vraiment le calcul, à moins que quelque chose ait été fait récemment, de ce que coûtait réellement le logement d'abord par rapport au logement, disons, soit accompagné, soit au logement, on va dire, en l'hébergement plus un accompagnement. Dans les propos du ministre apparu à l'époque, l'idée c'était quand même de faire une économie, c'est-à-dire qu'on avait un système qui était jugé dispendieux, etc., et peu efficace. L'efficacité, je vous laisse en discuter. Le coût, on n'a pas vraiment d'ordre de grandeur et de comparaison. Et si je vais jusqu'au bout, est-ce que l'accompagnement social qui est réalisé dans un logement, dans le cadre du logement d'abord, et comparé à l'accompagnement social qui est fait en hébergement, en CHRS par exemple, est-ce qu'on a le même geste professionnel, le même contenu? Est-ce qu'on a les mêmes perspectives d'amélioration de la situation de la personne quand on est dans les deux situations, je vais dire, à situation égale? Voilà. Donc, qu'est-ce que ça coûte? Est-ce que professionnellement, c'est les mêmes actes professionnels? Et est-ce qu'on a des résultats comparables? Ça, on ne sait pas. Enfin, on sait peut-être ici ou là, mais globalement, on n'en a pas vraiment tiré des enseignements, des conclusions. On n'a pas vraiment analysé, à mon sens. Peut-être que vous allez me donner des exemples contraires. Autre chose, une impasse importante quand même, et je sais qu'à Lyon, ça m'a été rapporté, on a une impasse généralisée, en France comme à Lyon, hein, bien dans le micro. Sur la question des personnes aux droits incomplets, les sans-papiers. Combien de personnes à la rue, aujourd'hui, ont des droits complets et qui n'ont pas de solution? Ou à l'inverse, que reste-t-il des gens du sans-abrisme une fois qu'on a logé les personnes que l'on peut loger parce qu'elles ont des droits de résidence sur le territoire? J'ai entendu ici ou là que si on n'avait pas ces gens sans droit de titre, on arriverait à loger tout le monde. Comme on ne sait pas combien de personnes, on n'a jamais compté réellement, la dernière enquête date de 2012 pour savoir quels sont les gens sans abri, donc on ne sait pas. Mais je pose la question, et je pose la question un peu frontalement, puisqu'il faut mettre les choses en tension, les politiques d'immigration et la question du logement et la question du logement d'abord, où en est-on? Comment ça s'articule? Ou est-ce que ça ne s'articule pas? Et on risque d'avoir toujours des gens sans abri, des squats, etc. etc. Dernière question. Et pour conclure, et ce sera la dernière, il y a eu des expérimentations très intéressantes dans le cadre du logement d'abord, notamment sur les sortants de prison et sur ce qu'on appelle les sorties sèches d'institutions. C'est toujours microscopique, c'est 6, 8, 10 logements. C'est un souci, c'est un problème, et ça serait intéressant de le mettre beaucoup plus en avant, à mon avis, et beaucoup plus sur le devant de l'expérimentation et même du plan en général, parce qu'on a ici de vraies ressources pour faire de la prévention sur la remise à la rue, notamment pour tout ce qui est sortant de prison et sortant d'institutions de type ASE, pour les jeunes mineurs qui sortent de la protection de l'enfance. Voilà pour quelques questions qui pourront être traitées. Mais c'est formidable, Didier Vannoni, vous lancez magnifiquement notre débat. Merci beaucoup d'être passé. Vous pouvez regagner la salle sous les applaudissements de ce public en furie. Moi, ça m'amuse toujours parce que vous venez de poser des questions polémiques. Moi, je vais vous les reposer vraiment polémiques. Et je vais m'adresser évidemment à Sylvain Mathieu. Donc, vous venez d'entendre ce que dit Didier Vannoni. Logement d'abord, moins efficace que le logement tout court. Logement d'abord, quel prix? On n'en sait rien. Logement d'abord, pas terrible comme réalisation. Si je veux vraiment
y aller à la hache, c'est comme ça que je dirais. C'est une synthèse. Plus sérieusement, tout ça est très sérieux, évidemment, ce sont des vraies questions qui peuvent se poser. Quel est votre bilan du point de vue, évidemment, de vous qui êtes à la manœuvre? Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous avez moins bien réussi, à votre avis? Bon, Didier Vannoni était en pleine forme. C'est déjà une bonne nouvelle. Il a insisté sur le fait que c'était le logement d'abord, il marche. En fait, c'est une politique qui marche, qui fonctionne. C'est vrai. Sur les attributions, on est quand même à, depuis 2018, 390 000 personnes, je redonne le chiffre, 390 000 personnes sans abri ou sortant de l'hébergement qui ont accédé à un logement. C'est quand même un chiffre énorme. C'est 100 000 par an. Oui, à peu près 100 000 par an, et qui montre bien, c'est d'ailleurs a priori plus, mais on n'a pas pu comptabiliser l'ensemble des accès au logement, mais c'est évidemment quelque chose qui est très fort. Il parlait de la politique migratoire. Dedans, on ne compte pas l'effort qui a été fait pour les réfugiés, puisque depuis 2018, c'est 45 000 logements qui ont été mis à disposition. Ça fait 100 000 personnes qu'il faut rajouter à ces 390 000. Donc, il y a eu une accélération avec le logement d'abord du point de vue des attributions. Ça, c'est le premier point. Et il donnait notamment l'augmentation du chiffre d'attribution des logements. Le dernier chiffre, c'est 6,5%, c'est pas 6,2%, et on est presque dans un doublement en quelques années. Donc, il y a eu vraiment un essaimage du principe logement d'abord, avec l'idée que ça devait être une réponse pour les sans-abri. Sur le plan de l'accompagnement, là aussi, des efforts considérables ont été faits, puisqu'on a plus que doublé le Fonds national d'aide vers le logement, avec aujourd'hui 53 millions, avec l'aide des bailleurs sociaux, la CG2LS, et d'Action Logement, dont j'espère que ça va continuer pour les années suivantes. Mais en tous les cas, là, il y a eu évidemment la mise en place de la clé de la réalisation du logement d'abord, qui est l'accompagnement. Là-dedans, évidemment, les bailleurs sociaux, ils ont joué un rôle essentiel. Juste une idée de proportion de leur implication. L'année dernière, il y a eu un appel à projet pour le FNAVDL. On a reçu plus de dossiers que les 4 années précédentes, des dossiers des bailleurs sociaux, que les 4 années précédentes, notamment avec les 10 000 logements accompagnés. Donc, on voit bien que c'était une des questions de Didier Vannoni. Est-ce que finalement, ça arrive à se répandre? Oui, ça se répand. Mais il faut quand même rappeler qu'on est derrière 70 ans de démarche en escalier. 70 ans de pensée où il fallait réapprendre à habiter aux personnes. Donc ça ne se change pas en un jour, mais nous, on constate bien que oui, le principe du logement d'abord, il progresse. Il progresse aussi dans la prise en compte en production. Les pensions de famille, ça augmente. Il posait la question sur les PLAI en disant malicieusement, est-ce qu'on y était pour quelque chose? Oui, oui, on y est pour quelque chose. Il était malicieux. Il était assez malicieux, oui. Et évidemment, on pousse cette politique prioritaire, et pour nous, les PLAI sont une réponse extrêmement forte. On ne se contente pas que du parc social. L'intermédiation locative, c'est maintenant plus de 40 000 places qui ont été trouvées. Donc voilà, ça, au-dessus de ça, c'est vrai qu'il y a eu aujourd'hui des efforts considérables qui ont été faits, et que le logement d'abord, il s'est répandu, les territoires de mise en œuvre accélérée. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais premier appel à projet, 23 territoires, avec des arrière-pensées politiques, deuxième appel à projet, tout le monde y est allé. Ça veut dire que le principe du logement d'abord, il s'est d'une certaine manière dépolitisé. C'est devenu une politique imposée publique, à tout le monde. une politique publique classique, normale, et qu'il faut mettre sur le terrain. Donc oui, il y a évidemment des résultats forts, et c'est une politique qui marche. Alors, sur les différentes questions qu'il a posées, je vais faire vite. C'est pas homogène partout. Ben, oui, il faut renforcer le partenariat. C'est clair que le logement d'abord, c'est une politique qui suppose de relier l'ensemble des partenaires. Ça prend du temps, et ça demande que des chefs de file se mettent en place pour pouvoir le réaliser. Et c'est bien pour ça qu'on a fait des territoires de mise en œuvre accélérée. C'est pour pousser la machine et pour tirer tout le monde là-dessus.
Sur la comptabilisation des besoins, personne n'est capable aujourd'hui de dire quels sont les besoins, mais on commence à avoir des repères. D'abord, on va relancer l'enquête de l'INSEE sur les sans-abri, celle de 2012, qui avait été faite aussi en 2001, c'est à peu près tous les 11-12 ans. Les nuits de la solidarité, on en a fait une politique nationale, elles se répandent et elles permettent de compter les personnes. Les nuits de la solidarité, ce sont ces nuits durant lesquelles des bénévoles vont comptabiliser le nombre de sans-abri. Hein. Tout à fait. Après, c'est clair qu'il y a toute une partie importante de personnes qui habitent chez des tiers, qui habitent dans des squats, qu'il est difficile de comptabiliser. Mais là-dessus, on progresse et moi, je pense qu'on va avoir des données de plus en plus précises. Et puis, la dernière chose, peut-être sur le coût. Bon, d'abord, sincèrement, moi, le logement d'abord, je le fais en premier lieu pour les personnes. Je ne vais pas dire que le coût est complètement étranger à ça, mais enfin, il faut d'abord avoir une réponse aux besoins et à la précarité. Deuxièmement, on a quand même des éléments sur le chez soi d'abord, qui a montré, c'est vrai, avec des personnes qui avaient des profondes addictions et des pathologies psychiatriques graves, que c'était moins cher. Mais le coût global, il s'analyse aussi en le fait qu'on arrête la reproduction de la pauvreté chez les personnes, qu'ils sont stabilisés dans du logement, qu'ils peuvent reprendre une vie et voir où ils peuvent trouver un emploi. Enfin, il y a beaucoup d'éléments positifs d'insertion qui sont là. Ça serait très intéressant de faire le calcul, mais pour moi, c'est une évidence que l'accès au logement le plus rapide possible, il a des effets extrêmement positifs, et qu'au final, si on arrivait à faire un coût global, on y est très gagnant, la société y est gagnante, mais avant tout les personnes. C'est bien parce qu'il vous a cherché, Anony. Et voilà. En général, c'est ce qu'il fait. Russ Owen, quel regard vous avez finalement sur ce qui est fait en France? Non, vous allez me mettre parler dans le micro, vous occupez de rien. Sachant qu'on pourrait citer beaucoup d'exemples européens, notamment en Europe du Nord, notamment la Finlande, par exemple, qui est parvenue pratiquement à faire disparaître les SDF sur son territoire. Je pense que la Fianza est impressionnée par le progrès que la France a réalisé sur le logement d'abord. Et je remarque deux particularités. Pour commencer, le point de départ, l'expérimentation un chez soi d'abord, était totalement unique en Europe par son échelle, son ambition et sa rigueur. Et deuxièmement, cette phase d'expérimentation a amené progressivement à un vrai effort de mise à l'échelle. Certes, c'est compliqué et incomplet, mais c'est vraiment exceptionnel au niveau européen. Même si le logement d'abord progresse dans une majorité des pays, il reste souvent bloqué à la phase du pilotage, très loin du changement systématique. Et je pense que la France, comme la Finlande et la Danemark, est un bon élève de ce point de vue pour la Fianza. Vous ne dites pas ça juste pour faire plaisir à Sylvain Mathieu. C'est vraiment ce que vous pensez? C'est vraiment ce que je pense. Vous avez le droit de le penser. Mais même les bons élèves peuvent toujours progresser. Et j'étais par la passée professeur. Je soulignerai quatre points d'attention pour la suite. Je pense que le secteur des HLM, la pression budgétaire auquel le secteur fait face aujourd'hui n'aide pas à loger les personnes sans domicile. Les ménages modestes rencontraient déjà des difficultés à payer leur loyer et la situation aujourd'hui s'aggrave. Je pense que d'un point de vue européen, la France est relativement bien équipée pour aider les ménages, mais il reste à voir si les efforts seront à l'auteur du défi. La coopération entre les bailleurs sociaux et les associations n'est pas toujours assez développée pour assurer un accompagnement dans la durée quand c'est nécessaire, ni pour prévenir les ruptures dans le logement. Et on l'a déjà entendu, l'hébergement d'urgence continue à croître. Si le logement d'abord ouvre des portes de sortie du sans-abrisme, il faut aussi arriver à fermer les portes d'entrée.
Donc ça, c'est rapidement un bilan européen. Non, mais écoutez, vous aurez à nouveau la parole et merci de vous exprimer en français à cette table ronde. Elisabeth, vous pouvez l'applaudir si vous voulez, effectivement. Ça, c'est tous ceux qui parlent très mal l'anglais qui applaudissent en général. Elisabeth Novelli, donc, quelle a été, je rappelais, hein, vous êtes séquence et séquence solidarité, quelle a été l'action des bailleurs parallèlement à celle de la DIAL dans ce plan du logement d'abord? Alors moi, je voudrais revenir sur un sujet qui a été évoqué, c'est qu'il a fallu aussi rompre avec la notion du parcours résidentiel et du parcours hébergement avant le logement social, avant le logement pérenne. Et dans nos organisations de bailleurs sociaux, où finalement on fait du logement familial principalement, il fallait absolument rompre avec ça et nous n'étions pas forcément organisés pour permettre l'accueil de ces publics-là en matière d'accompagnement social peut-être renforcé. Donc le premier sujet, c'était celui-là. C'était comment on rompait avec le fait de se dire on accueille des gens qui sortent d'hébergement, qui ont fait un parcours CHU, CHRS, résidence sociale, puis éventuellement, quand ils sont prêts au logement, ils arrivaient dans nos organismes. Donc ça a été un vrai travail aussi de rupture aussi de nos équipes, hein, de travail à faire avec nos équipes, sur comment on est en situation de pouvoir accueillir des gens qui sortent de la rue, hein, et comment on est capable de les accompagner pour qu'ils puissent effectivement occuper correctement leur logement, être bien dans leur logement, s'épanouir dans leur logement, gérer les problématiques budgétaires, les problématiques d'entretien. Donc ça, c'était le premier sujet. Et donc créer les conditions de cet accès aussi bien dans nos organisations, en commission d'attribution, puis en accompagnement avec nos équipes de conseillères sociales. Une des façons qu'on a eu de traiter cette question-là, en Ile-de-France en tout cas, c'est de pouvoir se rapprocher des acteurs du monde associatif, oui, qui fait de l'hébergement et qui fait de l'accompagnement, qui sont spécialisés aussi dans cet accompagnement social. En Ile-de-France, on a eu la chance, il y a une dizaine d'années, de pouvoir s'appuyer sur la FIL, qui est une association qui fait de l'insertion par le logement et qui regroupe des acteurs et des opérateurs de l'insertion par le logement. Et on a un tissu associatif, on ne le dit pas suffisamment, mais en France, qui est quand même assez formidable. Et donc, c'est une association qui regroupe ces acteurs-là, de la FAS notamment, de l'UNAFO, et d'un certain nombre de fédérations associatives, et des bailleurs sociaux qui se sont mobilisés, qui ont réfléchi à comment travailler ensemble, comment créer les dynamiques de mise en réseau pour que finalement on apprenne à mieux se connaître et qu'on puisse accompagner ces publics avec un accès possible et surtout son maintien. L'idée, c'est aussi de réussir l'accès au logement par le maintien durablement. Donc ça, c'était vraiment un des forts enjeux. On a appris à se connaître. On est parti aussi du principe que on est resté chacun sur nos métiers aussi, hein. Nous, on s'est logés, eux, ils savent accompagner, et on s'est enrichis mutuellement de ces problématiques-là. Et je crois que si on a réussi aussi à ce que les taux d'attribution de ces publics-là dans nos entreprises, dans nos organismes a augmenté, c'est aussi grâce à ça. C'est qu'on est monté en compétence collectivement, je crois, sur ces sujets-là. On s'est mobilisé parce qu'on y croit. Et dernier sujet, je pense que vous parliez de l'augmentation du nombre de places d'hébergement. Je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. Il faut continuer à faire les deux. Et l'un répondant à l'autre. Ensuite, l'idée, ensuite, on vous cherchera en disant oui, mais quel volume, bon. Après, c'est des questions de volume, mais je crois que, alors, particulièrement en Ile-de-France, par exemple, on est un acteur francilien, donc je vais parler pour l'Ile-de-France, mais en Ile-de-France, aujourd'hui, les sujets sont tels qu'on ne peut pas se permettre de se passer de l'un de l'autre, et il ne faut surtout pas les opposer, parce qu'en fait, on s'enrichit mutuellement aussi de nos dynamiques, on apprend les uns des autres. On parlait tout à l'heure de l'augmentation du nombre de PLAI adaptés. Je crois que le sujet aussi, c'est très bien, on fait du PLAI adapté, on accueille les publics qui ont besoin d'accompagnement, et on a travaillé avec la VDL, donc l'accompagnement vers et dans le logement. On a essayé d'imaginer d'en faire un peu plus, d'en faire un peu mieux, de ce
performer sur ces questions-là. Je crois qu'il y a aussi le sujet, très clairement, de permettre aussi aux associations qui accompagnent ces publics de pouvoir être financées durablement, pour pouvoir permettre aussi aux équipes qui travaillent sur ces questions-là d'être sécurisées dans leur accompagnement. Il y a aussi un enjeu de moyens, pas seulement en logement, mais de moyens en collaborateurs qui vont accompagner ces familles. Et tout cela pour que, il ne suffit pas du toit, il faut aussi, je dirais, la ressource humaine pour accompagner, pour réussir ces accueils dans ces logements. Et à cette condition-là, on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, c'est comme un enfant qui apprend à faire du vélo, on enlève les petits trous et on lâche la selle et ça marche. Et quand ça ne marche pas, on reprend la selle ou on remet les petits trous et on recommence. Et je crois que c'est ça qui est important et c'est ça qui fait aussi la mobilisation de nos équipes, aussi bien côté bailleur, côté, je dirais, logé et côté accompagnement. Et on peut le dire, j'en profite aussi pour dire tout l'engagement de nos équipes et des équipes de tous les acteurs sur ces sujets-là, parce que sans cette énergie-là, ça marcherait certainement moins bien. Vous continuez à envoyer vos questions, évidemment. 06 44 64 65 04, le numéro. Et sur l'écran, je vois qu'il y en a qui sont des très bonnes questions qui seront posées ultérieurement. Jérôme Dalborgo, je le disais en vous présentant, ça nous intéresse de savoir comment ça s'est passé à Nancy. Vous étiez une zone de mise en œuvre accélérée, on va dire, du plan logement d'abord. Comment ça s'est passé ? Alors, tout d'abord, peut-être revenir sur le contexte de la métropole du Grand Nancy, donc 260 000 habitants, environ 30 000 logements sociaux, 20% des habitants en dessous du seuil de pauvreté, 9 bailleurs sociaux sur la métropole, donc 2 OPH, dont l'OMH du Grand Nancy, et 7 ESH, une association Union et Solidarité. Je remercie son secrétaire général qui est dans l'Assemblée, qui m'a aidé à préparer l'intervention. Une association qui œuvre depuis les années 2000 sur le logement, notamment des personnes les plus défavorisées. Également une métropole qui est plutôt mature, voire très mature sur ces questions d'habitat et sur ces questions du logement des personnes défavorisées. Une politique qui est maîtrisée, qui est pilotée. À noter que déjà en 2018, la création du comité technique de relogement des réfugiés. Donc là aussi, en interbailleur, avec la métropole, avec les associations d'insertion. Et puis cet appel à manifestation d'intérêt en 2021, avec trois axes forts, on va dire. Le premier axe, c'était de pouvoir traiter et accompagner les publics les plus vulnérables. Donc des mesures d'accompagnement spécifiques, pluridisciplinaires ont été mises en œuvre pour traiter ce qu'on a appelé les grands marginaux et pour les stabiliser. C'est à peu près de l'ordre d'une trentaine de mesures par an. Le deuxième axe a été de développer une plateforme de captation des logements vacants du parc privé. Donc ce n'est pas uniquement le parc social aujourd'hui qui œuvre au logement des plus défavorisés, mais c'est également le parc privé. Avec le concours de l'UDAF, bien entendu avec des dispositifs d'intermédiation locative, pour là aussi rassurer les propriétaires privés. Un troisième axe, c'est développer et promouvoir le PLAI à bas niveau de quittance. Alors, on en a parlé un petit peu ce matin, quand on voit sur 2023, le coût des PLAI s'inquiète, mais d'un autre côté, quand on voit aussi la crise énergétique auquel on va devoir faire face et auquel on fait face, ça a un vrai intérêt. Aujourd'hui, à l'Office métropolitain, on n'a pas encore développé ce type de financement. On a des confrères, pour ne pas les citer, Batigère, qui ont développé 2 programmes en essayant de mixer justement les modes de financement. Et aujourd'hui, on voit qu'en termes de peuplement et d'occupation, c'est des programmes qui vivent bien et qui ne posent pas plus de problèmes. Après, on s'expose quand même à la réticence des élus sur les PLAI, voire les PLAI à bas niveau de quittance. Il faut le rappeler, ce n'est pas toujours facile, il y a des a priori, il faut convaincre. Sur Nancy, on a un gros programme de reconstitution d'offres où là on sait qu'en plus de ça, on nous impose 60% de PLAI. Voilà, il y a toujours des questionnements et des inquiétudes.
Plus globalement, c'est aussi le PDALHPD. Là aussi, il y a une particularité sur le territoire métropolitain, c'est que c'est justement Union et Solidarité, c'est cette association qui fédère l'interbailleur, qui va gérer pour le compte des bailleurs un contingent de logements de l'ordre de 150 et qui va travailler avec les associations et avec les bailleurs, justement, pour placer des familles, des personnes et mettre en place les mesures d'accompagnement. Donc il y a véritablement sur le plan départemental une mutualisation du parc des bailleurs. Donc voilà un petit peu les différents dispositifs qui ont été mis en œuvre pour accélérer, on va dire, l'ambition sur le logement d'abord sur la métropole du Grand Nancy. Voilà comment ça s'est passé à Nancy. Yasmina Younes, quel est le point de vue des personnes finalement concernées de l'autre côté de ces dispositifs institués par l'État, par les bailleurs sociaux? Comment est-ce que c'est vécu? Le logement d'abord, pour nous, c'est une opportunité. Enfin, pour les publics, c'est une alternative positive parce qu'elle nous permet elle permet, parce que moi, je n'ai pas eu la chance de connaître ce dispositif, le logement d'abord, mais c'est une aubaine pour les personnes parce que ça leur évite le parcours du combattant. La machine administrative, comme je l'ai dit aux assises d'Amiens, moi, elle m'a broyé, hein, cette machine. Ça a été très dur. Donc, moi, je me dis, c'est super qu'il y ait un projet comme ça, pour mieux, mais avec un accompagnement, bien évidemment, pour mieux accompagner les personnes de la rue jusqu'au logement. Et ceux qui sont dans l'ONDA, dans les dispositifs comme les centres d'hébergement, et qui peinent à rentrer dans les logements. On ne veut pas d'eux. Voilà, on va dire ça, et qui ne rentrent pas dans les cases. C'était suffisamment simple d'accès quand on est accompagné d'accéder à ces dispositifs? C'est plus facile, oui, pour habiter chez soi, parce qu'on ne choisit pas le logement vraiment où on habite. Donc oui, pour faire la reconnaissance des lieux. Et puis quelqu'un qui a été très longtemps dans la rue, le mettre directement dans un logement entre quatre murs avec, voilà, c'est chez toi. Tu as un sac, tu as tes affaires. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais payer mon loyer? Comment ça va se passer? Voilà, c'est toutes ces choses-là on a besoin d'être soutenus. Et là, le rôle des associations, on imagine bien, est absolument fondamental. Ah oui, essentiel dans ce parcours du combattant, pour moi. Mais le logement d'abord, c'est un accélérateur. Moi, je dis qu'ils ont de la chance, ceux qui vont accéder au logement d'abord, franchement. Mais vous dites parcours du combattant, c'est difficile comme parcours d'accéder à ces logements Logement simple? Oui. C'est compliqué. Là, le délai d'attente, je ne sais pas, mais moi, ça a mis des années. Fallait que... J'ai été partout, j'ai été ballottée, j'ai été retournée dans la rue en attendant d'avoir une réponse d'un logement. J'ai été mise en difficulté, mise en danger. Enfin, voilà, il y a plein de choses que je souhaite au public aujourd'hui de ne pas vivre, surtout pour les femmes. Et ce dispositif, ça a vraiment donné un coup d'accélérateur? Oui, oui, je pense que oui. Ça va donner un coup d'accélérateur. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là, je vous le dis, mais les gens, d'après ce que j'ai comme retour, oui. Nathalie Latour, quel est le point de vue, l'analyse que font les associations? On le disait, qui sont absolument essentielles dans ce dispositif. Il y a eu vraiment, ça a vraiment débloqué des situations, ça a vraiment donné un coup d'accélérateur? Je crois que ça a donné, effectivement, on l'a dit, quelque chose d'extrêmement important sur le changement de paradigme. C'est-à-dire que nous, ici, qui sommes tous logés, on peut quand même facilement comprendre que la première sécurité quand même dans la vie, c'est d'avoir un toit sur la tête. Ça paraît quand même tout à fait primordial. Et que quand on est dans une situation où on se retrouve à la rue ou mal logé, c'est forcément de l'insécurité qu'on crée et que les personnes ont et qui fragilisent bien évidemment tout simplement des parcours de vie et derrière bien évidemment des parcours d'insertion. Donc bien sûr qu'on a tout un historique de l'accompagnement et de la prise en charge qui s'est bâti autour des institutions qui ont été créées, qui avaient toute leur place à un moment donné, et que là, on est dans quelque chose
qui est en changement, en évolution, en transition, tant du côté des associations elles-mêmes qui adaptent leurs pratiques, qui ont encore à adapter leurs pratiques sur ce changement de paradigme, que aussi l'ensemble des acteurs qui concourent à ça, c'est-à-dire les politiques publiques d'État, les responsabilités des maires, la question des bailleurs, la question du vivre ensemble, et que les petits... L'image qu'on a finalement des personnes en situation de pauvreté ou des sans domicile fixe, elle doit continuer en fait à évoluer en termes de représentation. C'est-à-dire qu'il faut entendre qu'aujourd'hui, on peut avoir des petits accidents de la vie, des petites choses qui font que si on intervient rapidement, ça se résolve et quelque part, on n'a pas besoin d'avoir des accompagnements ultra soutenus. On parlait de la question des femmes, avec aussi les familles monoparentales, des accidents de perte d'emploi, de perte de la vie de famille, etc. Ça devient un incident de la vie. Et un incident de la vie, mais un incident de la vie, si on n'est pas dans des approches offensives et préventives, ça devient un accident. Ça devient des parcours de vie qui deviennent beaucoup plus problématiques. Bien sûr qu'après, vous avez des personnes qui sont dans la marginalité depuis de nombreuses années. On a différentes façons et on sort de cette logique d'escalier, mais on a les pensions de famille, on a différents dispositifs qui peuvent permettre à chacun de trouver sa place dans la façon d'habiter. Non pas de ne pas être capable d'habiter, mais dans la façon dont on peut habiter, parce qu'on a tous des envies, des modalités différentes, des besoins de lien collectif, ou au contraire, d'être seul dans son logement. Moi, ce que je voulais dire vis-à-vis de ça, c'est qu'effectivement, le changement de regard, le changement de représentation, la façon dont on peut dire parfois ce que nous, on peut comprendre, oh là là, non, moi j'ai déjà trop de problèmes, là, on ne va pas en rajouter, etc. De toute façon, on vit tous et les publics sont là. Donc, ayons plutôt des démarches, on va dire, préventives et offensives, plutôt que de laisser des problématiques s'ancrer et devenir très compliquées à gérer, y compris derrière, pour l'ensemble des acteurs que nous sommes. Un des enseignements du logement d'abord, c'est que quand on voit l'impulsion que ça a pu créer par le biais, encore une fois, des moyens, quand on voit la capacité d'impulsion politique au niveau collectivité, mairie, métropole, le lien que ça crée aussi avec les bailleurs, c'est-à-dire la capacité à accompagner les publics, donc dans les parcours individuels, mais aussi à collectivement ne pas se mettre dans un schéma de contrainte. Je l'ai beaucoup entendu à la précédente table ronde, mais on retrouve beaucoup de choses dans le logement d'abord, hein. C'est-à-dire sortant d'une logique de contrainte, sortant d'une logique d'opposabilité de responsabilité. Ah, ça, c'est pas moi. Ça c'est toi, ça c'est pas moi. Non, on a tous une part de responsabilité. Il faut simplement trouver l'espace pour se mettre autour d'une table et avancer de la façon la plus efficace possible en complémentarité. Et ne pas dire, je vais te laisser la patate chaude, tu vas te débrouiller avec ça. Après, je veux comprendre, Nathalie, parce que là, ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez... Non, je vais préciser ma question, parce que, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce que les associations travaillent en bonne intelligence ou finalement avec pas mal de problèmes avec les bailleurs. Vous avez des bailleurs qui sont sur cette scène, qui vont expliquer que de temps en temps, on parvenait à enlever les petits trous derrière le vélo, et puis de temps en temps, il fallait les remettre, etc. Vous avez des bailleurs ici, vous en avez plein la salle. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Ce que j'ai à leur dire, c'est que quand on arrive, et comme vous l'avez très bien dit, quand on arrive à construire des partenariats solides, quand on arrive effectivement à se dire qu'on a du travail à faire en lien avec les situations individuelles, mais dans des relations qui sont, on va dire, aussi sur des dimensions collectives et plus durables, la peur qu'on peut avoir de se retrouver seul avec une problématique, tant du côté des associations, mais surtout des bailleurs, puisque c'est eux qui se disent c'est moi qui prends le risque, eh bien, elle se diminue et voire même elle est fructueuse dans le partenariat. Donc, nous, on entend tout à fait qu'il y a besoin de travailler de façon efficace ensemble. Et que la réussite du logement d'abord, c'est encore une fois que chacun joue la partition qui est la sienne sur ce qu'on a réalisé ensemble. Et d'ailleurs, on voit que ça fonctionne. Cependant, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, dire que mathématiquement, on doit baisser les places d'hébergement d'urgence est une erreur. Parce qu'on ne peut pas être uniquement dans un système comptable des choses. D'abord, on est dans une transformation d'une politique publique qui prend du temps et qui aujourd'hui se situe dans un contexte de logement plus global où on n'est pas encore à niveau sur les productions et sur les rénovations d'hébergement. Quand on voit le nombre de personnes qui attendent un logement,
Et quand on voit le nombre de personnes qui sont encore à la rue en difficulté, on a encore du boulot devant nous. Donc ne partons pas dans la tentation de vouloir tout de suite économiquement dire je mets 10 d'un côté, je récupère 10 de l'autre. Pour l'instant, ce n'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Et plus on voudra aller vite là-dedans, et moins on fera des économies, parce que l'impact pour la société d'avoir des coûts d'hospitalisation, de tous les coûts qu'on peut avoir sociaux liés au fait d'aller trop vite dans une logique de coûts et pas d'investissement, on va tous la payer, et tous en tant que citoyens. Donc ça, c'est vraiment aussi important de dire, il faut que cette politique qui est expérimentale devienne de plus en plus diffusée et qu'elle soit actionnée et en lien avec une politique ambitieuse de logement et de PLAI, dont on a vu que l'inflation risquait quand même de les mettre un peu en danger. Donc la petite inquiétude, voire grosse inquiétude, du côté de la possibilité, encore une fois, d'avoir tous les leviers à notre disposition pour consolider cette politique du logement d'abord. Elisabeth Novelli, je vous voyais, vous pouvez applaudir, hein. Je vous voyais réagir. Vous voulez rajouter un mot? Je partage complètement la position, c'est-à-dire qu'on ne se repasse pas le mistigris. C'est vraiment, on le partage à la limite, si on devait le raisonner comme tel, ce qui n'est pas le cas. Hein. On a une responsabilité commune de réussir ce relogement. Et c'est la différence, et c'est aussi cette transformation que j'évoquais. C'est comment on fait aussi pour que, avant, effectivement, on avait une sortie d'hébergement, on l'accueillait, on passait le dossier en commission d'attribution, et une fois qu'il rentrait dans le logement, comme je le disais tout à l'heure, on enlevait les petits trous et puis vaille que vaille, quoi. Et là, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire comment on envisage, quand on identifie une famille ou un ménage ou une personne qui est à la rue, comment on fait pour l'accompagner et comment on organise son accompagnement et comment on l'adapte. Et c'est vraiment la mise en réseau sur le plan territorial. Alors c'est le bailleur, c'est l'association qui fait l'accompagnement, c'est nous aussi qui, dans nos organisations, nous adaptons les compétences de nos équipes pour pouvoir faire cet accompagnement, pour pouvoir se mettre en dialogue avec les partenaires sur le territoire. Comment on accompagne aussi les élus et les services de l'État aussi, parfois, pour pouvoir récupérer le bon logement pour le faire dans le cadre d'un contingent X ou Y. Donc il y a vraiment ce travail-là, de cette sensibilité où comment on se met autour de la table pour régler ces problèmes-là. Et si effectivement on a réussi à augmenter le nombre d'attributions, c'est parce qu'on s'est mis dans cette couture-là et qu'on ne s'est pas mis dans une mécanique. Il y a un changement de paradigme qui engendre des transformations de nos organisations, mais qui engendre aussi une mise en réseau de nos compétences. Et on a appris à se parler, et on apprend à se connaître, et quand on réussit une fois, la fois suivante, c'est moins difficile. Et une fois que c'est devenu, si ce n'est la règle, en tout cas une habitude, on est capable de le redéployer ailleurs, sur d'autres territoires, et nos équipes sont capables de le porter ailleurs. Donc c'est aussi la réussite qui fait que c'est la réussite du premier qui fait qu'on fait le deuxième, et ainsi de suite. Donc on a un vrai changement de mode opératoire. Ça ne nous empêche pas de faire le reste. Moi, je reviens sur la question. On a devant nous aussi des enjeux aujourd'hui où demain, il va falloir aussi qu'on règle la question des charges locatives. Et ça va venir encore plus, parce qu'au-delà de la charge locative, il y a aussi l'usage du logement. Et on va avoir aussi cette dimension qui sera encore plus sensible avec des personnes qui ont des sujets budgétaires encore plus accrus. Donc cette compétence qu'on a acquise, on va la mettre au service de ça. Jérôme Dalborgo, un petit mot sur ce partenariat, ce binôme qui a l'air de vraiment bien fonctionner entre les associations et les bailleurs. Oui, alors après, il y a une vraie question, c'est sur les moyens et sur la pérennisation des moyens. Sylvain Mathieu en a parlé tout à l'heure, il y a des discussions dans le cadre de la clause de revoyure sur le FNA-VDL, en sachant qu'il faut rappeler quand même que les bailleurs participent à l'abondement de ce fonds, donc quelque part on s'autofinance un peu sur une quote-part, c'est bien de le rappeler. Donc c'est sur la pérennisation de ces moyens, puisque comme je le disais tout à l'heure, pour nous bailleurs et pour les collectivités, quand il y a des questionnements par rapport aux équipes de peuplement, par rapport aux personnes logées, il est impératif qu'on mette en œuvre ces accompagnements-là.
Il y a un autre sujet aussi, c'est sur des mesures de maintien, puisqu'on parle beaucoup du logement d'abord. Il y a un accompagnement social vers et dans le logement, mais parfois on a besoin de temps, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, on a besoin de mettre en œuvre des mesures de maintien, parfois de les renouveler, et parfois on n'a pas toujours une oreille sensible de la collectivité à ce niveau-là. Après, une autre remarque, pour plus d'efficacité et de simplicité, essayons peut-être de rationaliser ces mesures, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, parfois on y perd un peu notre latin. On en arrive à des situations où on nous explique qu'il y a des enveloppes qui sont affectées sur des mesures spécifiques d'accompagnement qui ne sont pas consommées par manque par méconnaissance, quoi, en fait, par méconnaissance de ces dispositifs. Donc c'est vrai qu'il y a toute une litanie d'accompagnement. Je pense que pour être plus efficace, il serait intéressant peut-être de se réinterroger sur ces éléments-là. Également aussi, et pas plus tard que hier, je lisais le plan de sobriété de la métropole du Grand Nancy. Il y a aussi des questions à se poser par rapport au FSL et aux aides énergétiques, puisque comme on en a longuement parlé ce matin, on va être, et nos locataires vont être exposés. Donc j'ai vu qu'ils avaient relevé à la fois le seuil et les montants. C'est là aussi pas toujours une aide qui est mobilisée. Et je pense qu'il va falloir s'appuyer sur cette aide-là également. Voilà, en termes de moyens. Peut-être aussi, c'est important, on a vu tout à l'heure un reportage sur les conseillères en économie sociale et familiale. Il faut valoriser, et je dirais même revaloriser ces métiers, qui ne sont pas toujours simples, en contact avec des publics fragiles. C'est des métiers qui sont parfois usants, éreintants, et il est impératif de les valoriser, y compris de les faire connaître chez nous, chez les bailleurs sociaux, puisque parfois c'est vrai que c'est des métiers qui sont méconnus dans notre secteur d'activité. Donc revalorisons les métiers des travailleurs sociaux, c'est important parce qu'il y a vraiment une crise des vocations et quand on lance des recrutements, parfois on a vraiment des grosses difficultés. Bon, Nathalie Latour, vous Oui, je veux bien juste compléter là-dessus. Je souscris au fait qu'il faut vraiment qu'on arrive à avancer dans la pérennité et dans la stabilité des différents dispositifs et dans la modularité, c'est-à-dire c'est là où on a les marges de manœuvre aussi. Hein. L'intensité de l'accompagnement, la temporalité de l'accompagnement, il n'est pas identique pour tous. Il ne faut pas qu'on soit dans des cases trop figées qui après viendraient nous empêcher pour certains parcours d'avoir les mesures adaptées. Sur l'attractivité des métiers, clairement, c'est un enjeu énorme, énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dit qu'une des clés, pas la seule, mais une des clés, c'est quand même la question de l'accompagnement. Et aujourd'hui, l'attractivité des métiers du travail social font qu'on a des baisses d'effectifs extrêmement importants et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous serons mobilisés demain très fortement avec un large collectif interassociatif parce que nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets en fait sur la possibilité de maintenir cette capacité et y compris dans le logement accompagné qui est un secteur qui est instabilité, y compris sur la façon dont on construit nos dispositifs, mais je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais ça c'est un enjeu, c'est aussi un enjeu de l'ensemble du processus. Si on a un des maillons du dispositif qui est fragilisé, forcément on fragilise en fait l'ensemble de la réponse. Bien, Sylvain Mathieu, vous voulez répondre tout de suite ou plus tard? Non, mais juste peut-être... Ouais. Je pense que sur la VDL, parce que la question a été posée sur les moyens 2023, j'ai l'impression que pendant le Congrès, ça discute beaucoup. Donc, c'est un peu à ça que ça sert d'ailleurs. Hein. En tout cas, moi j'ai les oreilles qui traînent pour essayer de voir ce qui va se passer l'année prochaine. Mais clairement, pour ce qui nous concerne, on souhaite très fortement qu'il y ait une poursuite, évidemment, des participations des uns des autres, parce que ça profite d'abord aux personnes dont ils ont la charge, et puis parce que, évidemment, les moyens sont absolument nécessaires. Ensuite, sur la question de l'accompagnement social, je ne vais pas redire ce qu'a dit Nathalie Latour, il y a un vrai sujet à la fois sur la manière de gérer l'accompagnement social, sur l'opérationnalité, parce que c'est vrai, la France est riche de compétences,
mais parfois elles ne s'additionnent pas complètement et beaucoup interviennent sur le champ social. Alors, je rassure, hein, nous, on consomme tout notre argent sur l'accompagnement social, mais il y a une question d'articulation et là-dessus, le partenariat est absolument La gouvernance essentiel. est parfois complexe dans notre pays. Alors, oui, c'est notre richesse, mais en même temps... en termes tout à fait diplomatiques. Enfin, il y a cette complexité, mais en même temps... C'est le bordel, temps, quoi. Enfin, bon, parfois. Non, moi, je ne pense pas. Non, je ne pense pas que c'est le bordel. Je pense qu'il y a des moyens de faire du partenariat intelligent. Ça se passe souvent sur le terrain. Et ça permet aussi de couvrir un champ plus important. Après, c'est vrai, il faut s'arranger avec cette complexité. Ça veut dire qu'il faut être très partenaire dans la manière de faire. Et par exemple, on va lancer une réforme des SIAO. Là-dedans, évidemment, le partenariat est les clés. Et pour les bailleurs sociaux, on compte bien que les SIAO soient un acteur ressource. Et puis, dernière chose, pour cette intervention, 2023, c'est le projet de loi de finances. Il y a bien 44 millions d'euros supplémentaires qui sont mis dans le logement d'abord. Donc, ce matin, j'entendais, ou tout à l'heure, je crois que c'est Marie-Noëlle Lienemann qui le disait, l'importance d'éviter les stop and go. Il faut surtout éviter ça, surtout éviter d'arrêter les pensions de famille, la dynamique qui s'est créée autour de ces systèmes. Donc l'argent, il est bien prévu. Est-ce qu'il y aura un second plan quinquennal logement d'abord? Il faudra attendre la conclusion d'Olivier Klein de ce congrès pour le savoir. Vous avez des infos là-dessus? Moi, je ne dis rien. Vous ne dites rien. Cédric Van Stevendel, je vous trouve bien silencieux depuis le début de cette table ronde. Vous me direz que c'est parce que je ne vous interroge pas, ce qui n'est pas totalement faux. Néanmoins, je vous trouve très sage, très studieux, très attentif, et je m'en réjouis. Vous êtes le maire de Villeurbanne aujourd'hui. Vous êtes à la tête d'une métropole finalement très engagée. Pas la métropole, hein, parce que sinon Bruno Bernard ne va pas me prendre. Pas de la métropole avec d'une des villes. Une ville métropolitaine, on va dire, très, très engagée sur le sujet. Comment est-ce que vous voyez-vous votre rôle en termes de collectivité territoriale? Vous êtes une collectivité territoriale, voilà. D'abord, merci de laisser la parole aux politiques, parce que je crois qu'effectivement, sur ce sujet-là... Vous parlez un peu en non, mais il n'y a pas de souci. Ouais. Enfin, d'abord, c'est extrêmement intéressant d'entendre, mais je crois que tous les acteurs le reconnaissent. Il y a aujourd'hui un problème d'acceptabilité politique de cette politique publique. Et ça va mieux. Mais ça va mieux grâce à des femmes et à des hommes politiques dont je ne suis pas. Moi, je viens d'arriver en politique il y a 2 ans, mais qui ont pris ces risques-là à un moment d'accepter de s'engager dans ces politiques publiques, et notamment sur cette agglomération. Et je ne fais même pas de la pub pour notre exécutif actuel, puisque c'était l'exécutif précédent qui a engagé la question du logement d'abord sur la métropole de Lyon. Le résultat aujourd'hui, c'est que pour un certain nombre de villes de la métropole, ce n'est presque plus une question. C'est-à-dire que c'est devenu une politique publique comme les autres, entre les bailleurs, les collectivités, les associations, ce qui n'était absolument pas le cas. Vous avez eu la gentillesse de dire que ça faisait un peu longtemps que j'étais dans le secteur. Il y a 15 ans, on passait notre temps à se mettre sur la figure en permanence, sur est-ce qu'il faut loger le résiduel, pas le résiduel, les plus fragiles, pas les plus fragiles, mais nous, on doit s'occuper, nous, les bailleurs sociaux, des classes moyennes, le trait social, c'est les associations, on ne sait pas faire. Enfin, mesurons ensemble les 10 ans que nous venons de parvenir sur la qualité de ce qu'on est capable de faire, et y compris, parce que parfois avec Sylvain Mathieu, on n'a pas partagé tout à fait les diagnostics, mais je suis obligé de lui reconnaître que d'avoir la FEANSA qui vient à Lyon dans le cadre d'un congrès et qui lui dit la France a fait des progrès, il peut être content, parce que pour l'instant, la FEANSA, elle nous disait plutôt qu'on n'était pas au rendez-vous. Donc lui, il peut être content, mais les acteurs qui sont là, ils peuvent l'être aussi, parce qu'on y a tous participé à se mettre dans ce mouvement-là, de se dire il faut absolument lutter contre le sans-abrisme. Ça, c'est le premier point. Oui, il y a eu du boulot de fait et on peut être content. Sur la métropole, pour vous donner des exemples, moi je suis maire depuis 2 ans à Villeurbanne. Avec la métropole, oui, on a ouvert 300 places de plus en hébergement, 3 lieux dédiés au logement d'abord. Oui, on a poussé les feux très très fort sur cette question-là, sur la métropole de Lyon. Je pense qu'il y a plusieurs équipes, notamment autour de Martine Chanal, qui doivent être là, avec Renaud Père. On y est allé très très fort. Est-ce qu'on est content de nous? Non, ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on a vraiment amélioré la situation? J'en suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qui fait que je peux avoir ce pessimisme? Et là, peut-être que là, cette fois-ci, on ne va pas être d'accord avec Sylvain Mathieu dans une forme de solidarité gouvernementale, mais finalement, il est à la tête
de la seule politique du logement que ce gouvernement a mis en place, et avec l'équipe précédente depuis 2017. C'est-à-dire qu'en même temps qu'effectivement on a développé le logement d'abord, on a juste passé son temps à essayer de détricoter, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Valérie Fournier, présidente de la Fédé des ESH, sur la table ronde avec un peu plus de précaution que moi, parce qu'elle a une fonction qui le nécessite. Mais quand elle dit « moi je suis inquiet de savoir si on sera encore là en 2027 », enfin, il faut quand même entendre, quoi. C'est pas n'importe qui, Valérie Fournier, c'est pas juste le lambda moyen qui vient faire le malin sur la scène. Quand elle utilise ces mots-là, elle dit quelque chose. Quand vous parlez du lambda moyen qui vient faire le malin sur la scène? Bah, moi, par exemple, si vous voulez, je pense que la parole de Valérie Fournier, elle a autrement plus de poids politique au regard de ce qui se passe. Et donc, mon problème aujourd'hui, c'est que oui, la France a très largement progressé sur la question du logement d'abord, mais que dans le même temps, elle est en train de régresser sur la question du logement public et du logement locatif social. Et que la tension qui est évoquée par les uns ou par les autres en disant c'est quand même un peu schizophrénique le truc, on a enfin trouvé le moyen de travailler ensemble. On a enfin trouvé le deal pour le logement d'abord, pour l'accès direct, parce que la prédicabilité de l'habitat des personnes les plus éloignées, ça n'existe pas, et voilà. Tout ça, c'est prêt, et en fait, ce qui manque, et tout à l'heure, Didier Vanoni l'a dit avec un peu des blagues, mais enfin, en fait, le logement d'abord, ça ne marche pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez de logements. Mais il a raison, mais fondamentalement, c'est-à-dire que d'un côté, on n'a pas de politique publique du logement en France depuis 7 ans. Moi, je suis désolé, je le formule comme ça. On a eu un Julien Denormandie qui est venu sur ordre complètement mettre en difficulté ce secteur. Moi, je pense que derrière, il y avait une vision extrêmement idéologique, qui était de dire l'État va s'occuper des plus démunis, des plus éloignés, c'est sa partie régalienne, et le marché va s'occuper du reste. C'est un parti pris politique, moi je n'ai pas de problème avec les partis pris politiques. Simplement, là où il y a une petite erreur, c'est que dans ce moment-là, ce marché dont on disait qu'il allait pouvoir s'occuper de la question du logement pour le reste de la population, en fait, il déraille complètement. C'est-à-dire que depuis 2008, depuis la crise des subprimes, le marché autour du logement ne cesse de faire de la spéculation et de jouer avec un bien commun alors qu'il ne devrait pas le faire. Et donc, cette supposée, finalement, apport de solutions liées à toutes celles et ceux qui peuvent accéder à un logement pour autant qu'on baisse un peu les loyers, etc., en disant bah, c'est le marché qui va s'en occuper, ça ne marche pas. Et donc notre problème, il est là, c'est que la politique du logement d'abord, ça marche, mais la politique du logement, il n'y en a pas, et le marché est tellement déraisonnable qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des agglomérations comme les nôtres, où malgré les efforts colossaux, parce que Yannick Borde qui vient nous faire la leçon sur la tribune sur le foncier en disant les élus, ils ont qu'à se bouger. Enfin, pardon, mais pas maintenant, quoi. Pas maintenant, vraiment. Enfin, je trouve que ce n'est pas correct. Les élus, ils se bougent sur la question du foncier. Mais quand, en 10 ans, sur notre agglomération, moi, je suis arrivé dans le logement social en 2009, on achetait le mètre carré de charge foncière à 600 € du mètre carré pour le privé, à 300 € pour le locatif social. 2009, hein, pas 1980. 2009. On est en 2022 aujourd'hui. Il n'y a rien qui sort à moins de 1800 € du mètre carré sur la ville de Villeurbanne. Pas Lyon, la ville de Villeurbanne. Donc je vous laisse imaginer ce que c'est que Lyon. Bah, du coup, ça plante tout, quoi. Moi, je suis désolé. Et on ne sait pas résoudre cette équation. Donc je pense qu'on a vraiment intérêt, et moi j'attends beaucoup de ce congrès et du pacte de confiance, parce qu'on a enfin un ministre qui s'y connaît, en tout cas. On ne peut pas lui faire le reproche de ne pas s'y connaître sur les questions de politique du logement. Quelles vont être ses marges de manœuvre? Qu'est-ce qui va être possible en matière de politique publique? Moi, le pacte de confiance, pardon, mais en fait, on n'a pas besoin d'un pacte de confiance. On a besoin d'un contrat de remobilisation, d'abord de l'État, et les collectivités, vous verrez, elles suivront. Bon, mais je savais que vous étiez sage depuis le début, mais que vous aviez des choses à dire. Tout le monde a pris la parole une fois. Il y a pas mal de questions, et des bonnes questions qui sont posées par le public. Une pour vous, sans doute, Cédric Van Stevendel. Comment inscrire le logement d'abord dans les politiques intercommunales d'attribution? Ça dépend. Enfin, c'est chaque métropole qui doit définir cela. Moi, en tout cas, aujourd'hui, cette question des politiques intercommunales d'attribution par rapport au logement d'abord, ça ne pose pas de difficulté majeure. La seule question qui se pose aujourd'hui, c'est la question des passe-droits. C'est-à-dire que le logement d'abord, et Madame l'a dit, moi, je n'y ai pas eu le droit, mais je trouve que ceux qui ont eu le droit, ils ont eu de la chance. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une espèce de rupture de traitement d'équité entre
qu'on soit un public, entre guillemets, fléché logement d'abord, et un public qui est dans le fichier commun de la demande. Métropole de Lyon, 160 000 logements sociaux, 70 000 demandeurs de logements, et en gros un rythme d'attribution annuel à 14 000. Quoi. Donc vous voyez, c'est à peu près 5 ans. Donc il y a d'un côté, voilà, et puis de l'autre côté, le logement d'abord, qui permet d'accéder à un logement immédiatement. Donc je pense que c'est uniquement cet aspect-là qu'il faut traiter. Il ne faut pas qu'on ait des effets de rupture d'équité dans l'accès, mais sinon, dans les politiques intercommunales, ça ne me semble pas, en tout cas pour la métropole de Lyon, ce n'est pas une difficulté majeure en la matière, puisque bien sûr, on accède à un logement, mais on y accède avec des formes d'intermédiation locative, au moins pour accéder au logement, qui permettent de jouer entre les deux dispositifs. Nathalie Latour, ça c'est pour vous, à mon avis, quel accompagnement et partenariat pour les personnes avec des problématiques de santé mentale? Ça, c'est effectivement un enjeu. Et c'est un enjeu qui prend un peu plus de place. Merci. Qui prend un peu plus de place parce que c'est une des choses sur lesquelles nous, on est assez mobilisés et aussi assez inquiets parce que l'impact Covid a aussi eu des incidences sur la question santé mentale. Je crois qu'on est au cœur de ce qu'on disait sur les évolutions d'accompagnement, ce qu'on disait sur le fait qu'il faut en fait apprendre à travailler ensemble avec des compétences sociales, de santé, le lien avec le secteur des addictions, de la psychiatrie, etc. Et c'est tout le travail qui a été fait sur un chez-soi d'abord et qui se fait sur un logement d'abord. C'est comment cette fameuse approche globale que tout le monde dit, bah oui, bien sûr, c'est tout à fait logique, mais dans la vraie vie, réussir à mettre l'ensemble de ces compétences et de ces professionnels qui appartiennent eux-mêmes à des secteurs qui sont organisés d'une façon différente, avec des modalités de financement différentes. Bon, c'est tout ce qu'on est en train de faire, mais il y a quand même un certain nombre de réponses qui se structurent, mais l'enjeu de la santé, et je pense vraiment à un enjeu aussi très en lien avec la question logement et plus globalement emploi. Donc on progresse, mais du côté des associations, on a encore un certain nombre de choses à faire, et surtout aussi, là, dans les logiques de partenariat et de politique publique, les articulations avec les agences régionales de santé, avec les dispositifs qui sont mis en place, et peut-être plutôt que d'être dans une logique de recréer à chaque fois des nouvelles choses, essayer de se poser et de regarder ce qu'on arrive à faire ensemble et de simplifier ce qu'on est en train de faire plutôt que de parfois complexifier les dispositifs. Bien. Merci pour cette réponse. Vous continuez à poser vos questions et vos réactions qui s'affichent en bandeau sur cet écran. Vous l'avez, on l'a entendu, on le sait, on en discute beaucoup sur ce congrès. Sylvain Mathieu, la chose ne vous a pas échappé. Le gouvernement envisagerait peut-être de prolonger le logement d'abord, peut-être de lancer un nouveau plan quinquennal. Le ministre nous en dira donc plus jeudi. On a bien entendu le message. Russell, ça a été la question de cette lutte contre le sans-abrisme a été à l'agenda de la présidence française de l'Union européenne, premier semestre de cette année 2022. Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises? Est-ce que la France est concernée par ces décisions? Oui, donc je pense que la présidence française a fait avancer l'Europe sur la question du sans-abrisme. Et même bien avant ça, la France était partisane de la première heure quand la Fianza a lancé l'idée d'une stratégie européenne de lutte contre le sans-abrisme il y a plus que 10 ans. Donc, pour revenir à cette plateforme, en juin 2021, une plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme a été lancée par la présidence portugaise et la Commission. C'était la première fois que les 27 États membres se sont mis d'accord sur l'objectif commun de progressivement réduire le sans-abrisme et d'essayer d'en mettre fin d'ici 2030. Et de coopérer pour y arriver avec l'appui de la Commission. C'était une déclaration symbolique, mais c'était un accomplissement dans un climat de scepticisme et avec le marge de manœuvre relativement limité de l'Union dans le domaine social. Mais c'était vraiment au niveau de
des bonnes intentions au début. Et je pense que la présidence française a permis de passer au concret avec l'adoption d'un programme de travail pour cette plateforme qui se compose de 3 axes, l'apprentissage et le partage d'expériences et de connaissances, notamment sur le logement d'abord, la mobilisation des fonds et de financement européens, notamment pour mettre à l'échelle le logement d'abord, et aussi le collecte de données au niveau européen. Donc, tout va très lentement au niveau européen, donc je pense que nous sommes encore dans un processus de construction, mais à la fin de ça, nous pensons que cette plateforme peut être un levier de progrès et peut servir aux acteurs pour avancer dans la lutte contre le sans-abrisme. Nous espérons pouvoir compter sur l'appui de la France dans les prochaines années et nous voudrions faire appel au secteur des HLM pour aider à faire de cette plateforme un succès. De toute évidence, nous avons besoin de vous pour avancer. Bien. Et le message est passé, et message positif. Vous pouvez continuer à applaudir, même si vous parlez très très bien l'anglais. Elisabeth Novelli, il y a une question qui n'en est pas une, qui est une tautologie, qui est n'est-il pas impossible de faire du logement d'abord sans logement? Or, actuellement, il n'y a pas assez de logements sur de nombreux territoires, écrit l'un des membres du public. Quelle offre faut-il mobiliser aujourd'hui? Quelle nouvelle offre produire, à votre avis? Alors, la question de la production de logements sociaux, voire très sociaux, est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il faut bien évidemment se féliciter quand on augmente la production, mais il faut aussi qu'on se félicite, il faut qu'on s'astreigne à ce que la part de PLAI, notamment, soit maintenue, voire augmente. Tout à l'heure, on évoquait la question des petits logements, parce que pour faire du logement d'abord et pour pouvoir répondre à ces questions-là, il faut des petits logements. Et on sait ils sont essentiellement des personnes seules. Et donc... Exactement. Et du coup, on sait qu'on a toujours des déficits de petites surfaces. Je n'ose parler aussi du logement pour les jeunes, hein, parce que bon, ce n'est pas le thème là aujourd'hui, mais on a aussi besoin de petites surfaces pour permettre aux jeunes d'accéder au logement. Hein. Ça fait partie des enjeux aussi qui sont devant nous et qui sont essentiels. Donc produire, évidemment, et nous permettre de produire. Moi, je reviens sur la nécessité aussi de pouvoir continuer à produire des pensions de famille et des résidences sociales. Et là, on a un sujet qui est, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le coût du foncier qui ne cesse de croître. Je n'ose parler de l'augmentation des coûts de construction. Mais un autre enjeu quand on fait de l'habitat géré, quand un bailleur construit une opération de pension de famille, il travaille avec un gestionnaire, une association, qui doit aussi pouvoir faire fonctionner cet établissement. Et dans son plan d'exploitation, il a aussi les moyens qu'il va devoir mettre pour faire fonctionner cette résidence. Et la question de la pérennité de ces financements est assez essentielle pour pouvoir assurer un fonctionnement dans la durée. Et ça, c'est aussi un enjeu. Comment le monde associatif qui gère ces établissements peut avoir de la visibilité, la pérennité de ces financements pour permettre cet accompagnement durable et aussi accompagner, évidemment, les ménages. Donc, c'est comment on sécurise le montage de ces opérations pour pouvoir produire, comment on arrive à caper le prix du foncier, comment on arrive à financer ces opérations. Et il faut le dire, hein, il y a des territoires qui sont mobilisés sur ces questions-là et qui permettent la sortie, mais très clairement, c'est parce qu'on a des subventions exceptionnelles ou des financements exceptionnels. Aujourd'hui, quand on arrive à le faire, c'est parce qu'on a des financements exceptionnels. On n'est pas suffisamment sécurisé par le droit commun, notamment aussi, surtout, parce que les possibilités des gestionnaires ne sont pas assez sécurisées, leur visibilité, particulièrement dans la période qu'on connaît là aujourd'hui. Et ça, c'est un véritable enjeu. Et je crois que nous ne pouvons pas, nous bailleurs, nous désintéresser de cette question, parce que si on veut réussir cet aspect des choses, il faut qu'on le réussisse avec eux.
Et sur le logement, je dirais, classique, social, eh bien, augmentons la part des PLAI. Comment on fait effectivement pour que ce soit acceptable pour un territoire? Tout à l'heure, on parlait des conférences intercommunales d'attribution. Je dirais qu'aujourd'hui, la question de l'accueil des publics prioritaires dont font partie les sans-abri est un sujet. Comment les conférences intercommunales se mobilisent sur ces questions-là? Et quand je dis les conférences intercommunales, les bailleurs y sont, hein, donc on défend aussi ces questions-là. Donc il y a vraiment une dynamique. Hein. Donc les moyens. Hein, pour développer cette offre-là, il faut des moyens. Valérie Fournier disait tout à l'heure, dans la table ronde précédente, donnez-nous la possibilité de le faire et nous vous démontrerons que nous sommes capables de le faire. Et moi, j'ai envie de dire chiche, et je partage totalement ce point de vue. On peut être aussi sur un contrat de responsabilité, et je pense que les bailleurs et les associations gestionnaires et les associations qui font de l'insertion par le logement sont prêtes à relever ce défi. Jérôme Dalborgo, chiche? Non, simplement pour corroborer les applaudissez si vous voulez, attendez, ils veulent applaudir et ils n'osent pas. Jérôme Dalborgo. Juste pour corroborer aussi les résultats qui ont été présentés en introduction, il ne faut pas oublier que depuis quelques années, on répond aux enjeux des crises migratoires. On accueille beaucoup de réfugiés. On a répondu présent pour l'accueil des réfugiés ukrainiens il y a quelques temps. On a également lancé les programmes de rénovation urbaine avec des relogements en masse et notamment sur les petites typologies qu'on évoquait aussi. Et on n'en a pas beaucoup, des petites typologies. Et le dernier point aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'on est sur des taux de rotation relativement faibles ces dernières années. Donc malheureusement, la libération des logements et des petits logements n'est pas aussi importante qu'on le souhaiterait. Et pour autant, on atteint les résultats qui ont été présentés. Donc c'est plutôt remarquable dans ce contexte. Cédric Van Stevendel, sur la question de l'offre, alors vous nous disiez tout à l'heure de manière un peu abrupte qu'il n'y a pas de politique du logement en France depuis des années. Vous, qu'est-ce qu'une collectivité locale comme la vôtre réclame à l'État? Peut-être que je n'ai pas été assez subtil, vous l'avez dit. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait plus de politique du logement, j'ai dit que le gouvernement s'attelait à démonter progressivement une politique du logement qui fonctionnait bien jusqu'à présent. C'est même encore pire. Oui, mais parce que dire qu'il n'y a pas de volonté, c'est une forme de naïveté, je pense. Je suis un peu sévère parce que depuis 2017, je pense qu'on ne regarde pas très bien ce qui est en train de se passer. Et mon propos d'homme politique ce soir, c'est de le dire, c'est tout. Après, vous n'êtes pas obligé de partager ce que je pense, mais je préfère le dire un peu clairement. Et aujourd'hui, les collectivités, hormis logement d'abord et politique d'hébergement, parce que je ne voudrais pas donner l'impression que ça se passe mal avec l'État local sur la métropole. On a la chance d'avoir un État local incroyable sur la métropole de Lyon, qui fait des conventions tripartites entre les collectivités, l'État, les bailleurs, enfin bref, voilà, simplement à un moment, ensuite, il y a les ressources qu'il a et qu'il peut mobiliser ou pas. Mais aujourd'hui, moi, j'ai un peu peur que les collectivités, elles attendent plus grand-chose de l'État en matière de politique du logement, mais simplement, à un moment, il faut nous le dire, quoi. Soit l'État dit que ce n'est plus une de ses prérogatives et il file le bébé aux collectivités locales et elles vont en faire leur affaire, comme elles le font quand même à 80%. Enfin, qu'est-ce qui reste en termes d'aide à la production aujourd'hui versée directement par l'État? Certes, il y a des avantages fiscaux, etc., dont acte, mais enfin, on est passé, y compris d'un moment où Hollande disait « je vais doubler les aides à la pierre », on était à 500 millions, en fin de mandat, on est à 0 million. Bon, donc on n'a pas doublé. Et ensuite, il n'y a pas eu mieux. Mais simplement, on s'est dit « tiens, c'est intéressant, il n'y a plus d'aide à la pierre, ça tourne encore. Du coup, on va les attaquer sur leur bilan annuel et on va les regarder avec la réduction de loyer de solidarité s'ils peuvent tenir encore. » Bon, ça tient encore un peu. Donc c'est quoi la prochaine? Enfin, moi, j'en sais rien. Mais, et quand je dis qu'il y a quelque chose d'une volonté à l'œuvre, je le pense sincèrement. Je demande qu'à croire le fait que Olivier Klein ait eu un mandat et une discussion avec le président de la République pour avoir des moyens à la hauteur, et je serai le premier à me réjouir, parce que ce qu'on partage avec Sylvain Mathieu, c'est que ce qui nous intéresse, c'est les gens. Et moi, ce qui m'intéresse dans la politique du logement d'abord, et par exemple sur un projet zone libre à Villeurbanne, c'est quand on vient interroger les gens et que S, pour ne pas donner son prénom, elle vous dit, moi jusqu'à présent, j'ai toujours dû choisir dans ma vie entre mon mec et mon chien, et ici on m'a pas demandé de choisir. Elle a 27 ans, avec 7 ans de rue déjà. Vous voyez, enfin, là je pense qu'on est au travail, et il ne s'agit pas de se dire de quel bord politique, c'est pas la question. Mais là aujourd'hui, moi je ne vois pas cette politique, à part celle de se dire qu'on détricote, qu'on pense que les acteurs privés vont se substituer à un secteur public qui ne marche pas, parce que, enfin,
regardez un peu, les rapports Chambre, Cour des comptes, etc. Tout le monde n'arrête pas de dire que le secteur du logement social n'est pas adapté aux enjeux. S'il n'est pas adapté, on change, dont acte, mais on ne le laisse pas mourir tout doucement. Et donc les collectivités, elles veulent un cadre clair. Moi, ce qui m'inquiéterait beaucoup, parce que je ne crois pas que ça soit la bonne solution, de laisser entièrement la main aux collectivités sur les politiques de l'habitat. Ça générerait de très grandes inégalités d'intervention, ça ne réglerait pas la question de l'urbain et du rural dans un certain nombre de tensions en cours. Mais s'il faut faire un mouvement 3 ou 4 de la décentralisation des politiques de l'habitat auprès des collectivités, elles y sont prêtes, mais mettons-nous d'accord sur ces aspects-là. Et aujourd'hui, ce cadre n'existe pas. Mais peut-être qu'on l'aura demain. Moi, je suis très impatient, vous savez. Sylvain Mathieu, vous vouliez réagir? On partage pas mal de constats avec Cédric Van Stevendel, mais moi je ne regarde pas les choses avec le même angle et avec la même place. D'abord, clairement, la réussite du logement d'abord, elle repose sur le modèle généraliste. Je sais que la Cour des comptes dit un certain nombre de choses, mais la réussite du logement d'abord, elle repose sur le modèle généraliste et pas sur le modèle résiduel qui accentuerait la concurrence entre les publics et qui pose d'importants problèmes en termes de mixité sociale. Et je pense bien que cette opinion, elle est quand même assez largement partagée autour de moi. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a absolument nécessité de soutenir le logement social. Concernant son financement, c'est vrai que moi, finalement, on travaille dans une niche où il reste des aides à la pierre, où on a aussi augmenté d'ailleurs les aides sur les PLAI adaptés, on a augmenté ça. Mon espérance très forte, c'est que ça tire tout. Ça tire la politique du logement dans un logement social, dans un modèle généraliste. Et c'est parce qu'on est dynamique aussi sur les PLAI que j'espère bien qu'on est dynamique aussi sur les plus. Notamment, c'était un des points qui était soulevé dans la table ronde qui était juste avant. Moi, je crois profondément à la mixité, je crois profondément à la capacité des personnes d'évoluer dans des univers sociologiques différents. Mais il y a aussi des questions d'aménagement du territoire qui se posent. Je sais pas, je crois que presque l'essentiel des difficultés en termes de sans-abrisme, en termes de sans-domicile fixe, sont concentrées dans les métropoles, c'est-à-dire dans des territoires en tension. Bon, il faut qu'on remette de l'aménagement du territoire, les choses elles commencent un peu, mais clairement, le logement social, il a aussi son rôle à jouer un peu partout, mais avec une vraie identification des besoins. Ensuite, les élus ont aussi leur part à jouer. Il y a des élus formidables, il y en a des réticents partout. Il y a, il n'y a pas de doute sur le sujet, mais on s'est battu pour maintenir les dispositifs de la loi SRU. Pour moi, c'est un trésor, la loi SRU. D'ailleurs, à chaque fois que dans mon équipe, ils disent oui, on pourrait peut-être augmenter. J'ai dit non, mais c'est comme la boîte de Pandore, il ne faut surtout pas l'ouvrir. Parce qu'à chaque fois, il se passe des choses difficiles à gérer. Donc oui, la loi SRU, c'est un élément fort, mais c'est un élément aussi sur lequel on doit s'appuyer pour œuvrer vraiment à une forme de cohésion sociale, au fait que le logement social dans ce pays, il a toute sa place. Il loge 10 millions de personnes, plus de 10 millions de personnes. J'ai lu dans une plaquette de l'USH qu'un Français sur 2 était passé dans le logement social à un moment de sa vie. Bon, c'est une place centrale, ça fait complètement partie du pacte républicain de la France, c'est clair. Et si on veut stabiliser les personnes qui sont en situation de précarité, si on veut casser cette reproduction de la pauvreté avec les parents, les enfants qui vivent dans des conditions difficiles, le logement social, il a joué toute sa place. Hélas, moi je suis né il y a longtemps, en 1961, donc voilà, vous savez tout, mais j'étais dans une commune où le logement social était la clé de l'insertion, c'était la clé de l'ouverture aussi aux services sociaux. Moi, j'y crois très profondément et je suis persuadé que le logement social, il fait plus que sa part dans la lutte contre la précarité et que, par sa place, il participe à la construction de l'avenir de notre pays. Donc, voilà, je pense que le logement d'abord, notre volonté de faire ensemble, le partenariat qu'on est en train de faire, va emporter le reste.
va emporter une politique du logement pensée, raisonnée, organisée sur l'ensemble du territoire et qui est au service des citoyens. Ça, j'en suis vraiment persuadé. Monsieur Wen, vous vouliez réagir? Mais peut-être juste pour ajouter une perspective extérieure à ce débat. Moi, je suis anglaise, donc tout se passe à peu près mal en Angleterre pour le moment. Mais je pense que si vous cherchez... Il n'arriverait plus qu'il arrive malheur à la reine, en plus. Si vous cherchez un exemple de qu'est-ce qui se passe quand on démonte tout à fait un modèle qui était comparable au modèle français du logement social, les résultats ne sont pas bons et on n'arrive pas du tout à faire du logement d'abord, ni de prévenir le mal logement et les problèmes de logement en Angleterre pour le moment. Donc je pense que c'est vraiment un exemple par excellence des risques de supprimer les financements et de s'attaquer à ce système. Cédric Van-Stevendel. Après, on ne va pas faire comme si on ne se connaissait pas avec Ruth. Enfin, elle était à la FEANSA, moi j'étais président d'Housing Europe, donc on a partagé ces constats d'inquiétude sur comment est-ce que finalement la France, presque avec beaucoup d'anachronismes, prenait exemple sur le modèle de Thatcher 40 ans après. Revenons pas là-dessus. Moi, pour regarder un peu la suite quand même, tout à l'heure on évoquait combien ça coûte, etc. Il y a une seule étude en Europe vraiment un peu sérieuse sur la question du coût du mal logement. Vous la recitez encore dans votre rapport de 21, donc je suppose que les chiffres, vous n'en avez pas des nouveaux. En 2016, Eurofond dit le coût du mal logement en Europe, c'est 194 milliards d'euros, y compris les hospitalisations que vous évoquiez, etc., c'est-à-dire toutes les pathologies liées à l'absence de logement. Et juste avant la pandémie, en 2019, il y a un rapport européen qui sort, préfacé par Romano Prodi, donc on ne peut pas non plus dire que ça soit un truc complètement anodin, qui dit à peu près il faut 300 milliards dans les 6 ans à venir d'investissement sur les politiques du logement en Europe pour régler non pas tous les problèmes, mais en tout cas pour rentrer dans des politiques qui permettent à chacune et à chacun d'accéder à un logement. 194 milliards d'euros, c'est ce que ça coûte par an à la collectivité en Europe. 300 milliards pour adresser très très sérieusement ce problème-là, c'est ce que ça coûterait dans un plan d'investissement. Et moi, je souhaite que la France, comme elle l'a été très volontariste sous le cadre de sa présidence sur le logement d'abord, elle le soit aussi sur la question du logement. Moi, j'ai été extrêmement déçu que dans le Green New Deal, il n'y ait pas davantage de position de notre gouvernement pour obtenir, il y avait des questions tout à l'heure, on attend de l'Europe, mais l'Europe, il ne faut pas attendre de l'Europe, il faut aller le chercher, l'argent à l'Europe. Et si nos gouvernements... Nous avons besoin du financement européen, c'est ce qui avait marqué. Oui, mais on l'a fait sur la question du logement d'abord. Et c'est peut-être le point sur lequel je veux bien rejoindre Sylvain Mathieu, même si je sens bien que ce n'est pas complètement facile pour lui. Moi, j'adorerais effectivement qu'on soit aussi intelligent que nous l'avons été sur les politiques du logement d'abord, sur les politiques du logement demain, parce que ça nous manque profondément, mais si ce n'était pas dramatique, on pourrait en rire ensemble. Or, ça l'est quand même sur les situations familiales que ça génère. Donc, moi, je veux bien faire le pari avec vous, Sylvain Mathieu, qu'on va essayer de cette intelligence collective qui, quasiment en 10 ans, a modifié les pratiques autour de la question de la lutte du sans-abrisme, on les mette au service du logement entre guillemets social et du logement pour toutes et tous, parce que si on ne le fait pas, on va le payer extrêmement cher. L'heure tourne. Yasmina Younes, je voulais tourner vers vous, parce que vous représentez finalement quelque part un peu ces personnes qui sont concernées au premier chef. Ici, il y a des représentants de grandes collectivités territoriales, représentants de l'État, des bailleurs sociaux. Si vous aviez un vœu à formuler, si vous aviez une chose à leur dire, qu'est-ce que ce serait ? Déjà, mon vœu serait très grand. Déjà, une volonté politique, des moyens sur la table pour construire des logements abordables et habitables. Un accompagnement, des moyens pour accompagner le public de la rue au logement. Et j'ajoute, je ne sais pas ce que c'est les logements très sociaux, c'est pour ça que je demande et j'appuie sur l'accompagnement, vraiment soutenir les personnes. Et ce n'est pas parce que c'est à un moment de leur vie, ils ont eu une rupture, ce n'est pas des gens qui n'appartiennent à personne et qui ne pourront dire rien à personne. S'il vous plaît, pensez que derrière chaque carré, vous allez mettre un être humain. C'est tout ce que je vous demande. Merci. Jérôme Dalborgo, peut-être un tout petit mot sur l'accompagnement social. Nathalie Latour, on a déjà pas mal parlé. Comment est-ce qu'on fait pour
pour accompagner l'accompagnement social, quoi, finalement, et le développer. Il est absolument essentiel, on a bien compris. Je pense qu'on en a beaucoup parlé autour de cette table ronde. C'est avant tout la logique de partenariat et la logique de responsabilité partagée et d'ambition collective. C'est vrai que par le passé, on avait plutôt tendance à cloisonner les responsabilités de chacun et à parler de logement locatif social et de logement résiduel. C'est vrai que dans les pratiques, dans la sémantique, on a bien évolué et on voit les résultats aujourd'hui. J'en parlais sur Nancy, c'est à la fois la métropole, la collectivité, c'est une association qui fédère l'interbailleur, qui est présente, c'est les bailleurs qui sont autour de la table et c'est les associations d'insertion. Donc il y a vraiment un alignement et une, comment dire, oui, une ligne directrice commune des différentes parties prenantes. Je pense que c'est là où vraiment on a évolué sur ces questions-là. Sylvain Mathieu, on arrive au terme de cette table ronde très riche. On avait convenu de vous laisser effectivement quelques minutes pour conclure. Mais si, vous allez conclure, parce que c'est important de savoir finalement qu'est-ce que vous, qui êtes en charge de ce dossier au sein de l'État, avez entendu. Comment est-ce que vous réagissez à tout ce qui a été dit? Est-ce que vous pouvez nous laisser... Alors, j'ai bien compris que vous n'alliez pas nous faire des annonces fracassantes ce soir, que vous laisserez le ministre les faire jeudi, mais dans quel sens allons-nous? Je crois qu'il y a un accord complet sur le fait que le logement d'abord est une politique qui s'installe, c'est bien la direction et le principe qu'il faut développer. Donc on a pas mal de difficultés encore évidemment à lever, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est normal. C'est pas pour ça qu'il faut rester les bras ballants, mais c'est normal parce que c'est un changement de modèle, c'est une manière de voir différentes les choses, c'est une manière de voir, Yasmina Younes l'a dit, de voir les gens aussi. Et ça, cette différence de regard, elle est à construire et elle se fait dans le temps. Deuxième chose, c'est aussi très net que la question de l'accompagnement social, elle est aujourd'hui à la fois au cœur de ce qu'on espère dans le logement d'abord, mais elle est aussi au cœur des questions qu'on peut se poser. On l'a dit, il y a une vraie interrogation sur la place du travail social, d'abord dans la reconnaissance sociale qu'il peut y avoir en termes de salaire. Alors certes, il y a eu le Ségur, mais le Ségur c'est important pour les personnes, mais il y a, je pense, un travail de fond à faire pour la reconnaissance du travail social. Et Cédric Van Stevenden le disait d'une manière détournée sur le logement social, mais je vais y revenir. Il faut vraiment travailler à identifier ce qu'apporte le travail social à la société, ce qu'il résout comme problème et ce qu'il évite comme dépense. Parce que moi, j'ai toujours considéré que le travail social était un investissement, en fait. Quand on prévient des expulsions locatives, quand on résout ces difficultés, quand on évite d'en arriver au concours de la force publique avec des personnes qui vont aller à la rue, à l'hébergement et tout ce que ça entraîne, eh bien, au final, on a d'abord amélioré des situations personnelles, on a évité des catastrophes humaines, mais on a aussi économisé de l'argent. Il faut qu'on poursuive tout ce travail. On a pas mal de chantiers en ce qui nous concerne pour pouvoir mieux identifier les coûts. Alors, ça peut paraître un peu cynique d'aller regarder combien coûte une expulsion locative versus ce que ça coûte la prévention des expulsions locatives, mais c'est comme ça que se construisent les politiques publiques. À un moment donné, il faut mettre l'évidence sur la table. Oui, ça coûte moins cher de prévenir. Oui, ça coûte moins cher de mettre directement les gens dans le logement. Oui, ça coûte moins cher de les accompagner quand ils sont en difficulté. Oui, lorsqu'ils ont des difficultés alors même qu'ils sont dans le logement, il faut pouvoir mobiliser les moyens de l'accompagnement social. Parce que dans le modèle précédent, il faut bien le dire, une fois que les gens étaient dans le logement, eh bien, tout était censé se passer merveilleusement. Là, dans le modèle du logement d'abord, ça ne s'arrête pas à l'accès au logement. Et c'est aussi un travail qu'on a avec les bailleurs sociaux qui sont parfois confrontés à des difficultés de leurs locataires, qui ont des compensations, qui ont des problèmes psy et qui voilà, sont difficiles pour eux, pour le voisinage. Eh bien, il faut qu'on puisse mobiliser de l'accompagnement dessus.
C'est absolument nécessaire. Donc le logement d'abord, c'est un système. C'est quelque chose qui emporte à la fois, évidemment, toutes les questions qui sont celles du relogement, qui sont celles de l'accompagnement, de principes à mettre dans la réalité de l'accompagnement des personnes, dans le travail professionnel réalisé par l'ensemble des associations, mais c'est aussi une manière générale de considérer la société, comme un tout, comme le fait que la société, elle a à s'occuper, et que la société, je mets derrière l'État, les collectivités territoriales, les associations, tous les partenaires, les corps intermédiaires, elle a aussi à s'occuper des personnes partout où elles rencontrent des problèmes. C'est pas pour, voilà, c'est pas pour les annuler, c'est pas pour ne pas les voir, c'est pour les traiter, pour faire que les choses, elles se passent le mieux possible et qu'on aspire tous à une forme générale de vivre ensemble qui nous convienne. Donc, moi, c'est ce que j'entends profondément. La dernière chose, mais je l'ai dit, je la réitère, tout ne peut pas se passer dans les métropoles, dans les territoires hyper tendus. Enfin, je pense vraiment qu'on est à un moment, alors on en parlait après la crise sanitaire, on disait le télétravail, moi-même je l'ai dit, je crois, dans un congrès de l'USH, et c'est vrai qu'il se passe des choses, mais maintenant il faut vraiment les accompagner sur la mobilité, sur la manière de penser les liaisons entre les territoires, s'appuyer sur les uns et sur les autres, parce que si on met toutes les difficultés, et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en termes de sans-abrisme. Hein. Je sais bien qu'il y a des difficultés dans les territoires ruraux, bien sûr. Mais en termes de sans-abrisme, les difficultés sont essentiellement concentrées dans les territoires tendus. On ne va pas y arriver. Enfin, on peut augmenter l'hébergement, on peut augmenter les questions de logement. Enfin, il y a un moment où il faut pouvoir penser sur l'ensemble du territoire, sur l'entièreté du territoire, la solution. Et ça, le logement d'abord, il y a un rôle, mais c'est aussi une conception générale du territoire qu'il faut avoir, avec le développement des territoires urbains, avec des implantations, avec les réseaux. Donc on voit que, comme d'habitude, hein, quand on rentre par le logement, on finit toujours par parler de l'avenir de la nation et de la manière dont elle s'organise. Ça ne m'étonne pas, mais ça montre à quel point les questions qu'on a à débattre aujourd'hui, elles sont vraiment essentielles pour notre avenir. Eh bien, ce sera notre mot de la fin. Merci à tous les 7. Applaudissements nourris.